Bonsoir. Merci alors d'avoir bien regardé les dessins pendant tout ce temps. Et merci au forum de m'avoir invité parce que c'est assez amusant. Moi, il m'arrive régulièrement de dessiner dans des occasions, mais là, c'était un petit peu particulier. Déjà, le cadre était plus solennel que d'accoutumée. Puis finalement, cette espèce de variété de gens qui venaient aussi bien de la musique que de l'édition, de la presse, des télécoms, était assez intéressant. Alors juste avant je vais faire une espèce de petite rétrospective de quelques dessins, parce que en fait, il y en a eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu quasiment une centaine qui a été fait durant tout ce temps. Donc voilà, j'en ai choisi quelques-uns, mais je voulais juste vous dire. Donc, vous avez vu, il a expliqué Nicolas Chédou a expliqué ce que j'avais fait un petit peu auparavant, mais surtout ce que je fais aujourd'hui. Je suis dessinateur et j'ai plusieurs vies à la fois comme dessinateur parce que je travaille pour des magazines, pour Le Point, pour des hebdos satiriques, pour Charlie Hebdo, pour des quotidiens. Et j'ai une émission de télévision aussi le jeudi où je fais des dessins en direct comme ça. Et en général, il y a un plateau de télévision, 4 auteurs qui présentent leurs livres, un petit peu comme pour les Français, comme apostrophe dans le temps. Et donc là, j'ai l'habitude de dessiner en direct. Et finalement, c'est quelque chose que je faisais depuis que j'ai 11 ans ou 12 ans, parce que je faisais ça en cours avec les professeurs pendant les cours ennuyeux. Je faisais des petites blagues, comme ça, je les passais aux copains. Et donc finalement, ça n'a pas énormément changé. C'est juste que maintenant, c'est sur un écran qui fait 6 mètres de haut et 4 mètres de large, mais c'est à peu près le même principe. Je réponds aussi à une question qu'on m'a beaucoup posée ensuite, après les sessions comme ça. C'est « Oh là là, c'est bien ces dessins, mais vous arrivez à en vivre ?» C'est assez marrant de me demander ça. Alors je vous rassure, la plupart des dessinateurs, à la fois de presse et de bande dessinée, en tout cas en France, arrivent très bien à en vivre. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs aux États-Unis, où justement il y a le système de droits d'auteur et de syndicates en fait, auxquels appartiennent la plupart des dessinateurs, est très contraignant et très dur. Et nous, on a énormément de chance en France, à la fois d'avoir des médias très variés et très libres dans lesquels on peut beaucoup travailler et de gagner plein d'argent. À Charlie Hebdo, un journal qui a priori n'est pas le journal de la propriété et des grosses fortunes de France, tout le monde gagne plein de sous. Tout le monde travaille sur plein de médias différents par ailleurs, mais donc voilà, en fait, il y a le mythe de l'artiste avec son carton qui crève la faim et puis qui, dans sa période de vache enragée, va frapper comme ça aux portes des journaux et un petit peu, passer. Bon. Donc justement, pourquoi est-ce que je parle de ça, de mes revenus mensuels et annuels? C'est parce que justement, on a parlé de droits d'auteur quand même énormément, et c'est ce qui m'intéressait moi plus particulièrement pendant ces quelques jours, parce que évidemment pour moi les droits d'auteur c'est considérable en tant qu'auteur de bande dessinée, les livres que je publie, et puis aussi les droits par exemple que je touche pour les émissions de télévision, sur les images fixes, et effectivement sans ce système-là, ce serait peut-être ric-rac. Et évidemment, c'est une composante importante. Ceci dit, évidemment, moi aussi, dans ma pratique, j'ai des problèmes de bras de fer et de questionnement autour de ces histoires de droits d'auteur. Parce que, par exemple, j'avais une application sur iPhone avec mes dessins, mais en fait, finalement, je trouvais ça complètement invraisemblable de devoir payer 30%, quoi qu'il se passe, pour commencer à Apple, pour avoir le droit d'avoir mon application. Et ensuite, c'est comme quand on loue un appartement. Si on lit vraiment le règlement au moment où on s'inscrit, on a le droit de rien faire. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire la musique, on n'a pas le droit de faire la cuisine, on n'a pas le droit de changer la moquette. C'est la même chose en fait pour ces applications. Donc moi j'ai arrêté de travailler comme ça sur ce genre de support parce qu'aujourd'hui ça ne correspondait pas à une forme de liberté qu'on pouvait avoir dans la presse. Donc ces contraintes-là, je les ai expérimentées. Et bon, c'était intéressant d'ailleurs de voir qu'il y avait vraiment des limites. Charlie Hebdo, il y a eu une crise récente que vous avez peut-être suivie depuis une dizaine de jours. A eu sa page Facebook complètement hackée, son site, etc., qui ont été paralysés. Et ensuite, ils n'ont plus eu le droit d'utiliser Facebook parce que ça ne correspondait pas à la charte de comportement. Sur Facebook, on n'a pas le droit de mettre d'images suggestives et de corps dénudés. Je ne sais pas si vous connaissez Charlie Hebdo. On n'a pas le droit de parler de religion et d'attaquer les gens sur la politique. Bon, voilà, donc ça limitait. Et bon, il s'était passé comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'était un peu par hasard. Donc voilà. Enfin, je voulais vous dire aussi que je suis assez éloigné, en bonne partie, de tous les grands enjeux technologiques qui sont évoqués, parce que finalement, mon travail, c'est pas du tout comme les gens qui font des films, qui montent des opéras. Moi, je suis tout seul. En fait, c'est vraiment l'arte povera par excellence. J'ai une feuille A4 de photocopieuse, un marqueur, et puis je fais mes dessins comme ça. C'est finalement technologiquement assez peu différent de Lascaux. Voilà, donc finalement, moi, les écrans interconnectés, la réalité augmentée, ça me passe à des kilomètres au-dessus de la tête. Et je pense que finalement, du point de vue du créateur, pour une bonne partie des créateurs dans plein de domaines artistiques, en fait, on en est là. C'est-à-dire que le principe, c'est quand même de se focaliser sur sa propre création, sur son inventivité, sur cette nouveauté-là. Et finalement, les tuyaux, c'est quelque chose de secondaire. Et donc, évidemment, il y a des gens qui représentent des gros tuyaux ici et des moyens tuyaux. Bon, mais malgré tout, ça reste des tuyaux. Et donc, finalement, moi,
les petites pages de cahier de texte que je faisais circuler en 4e à mes copains, finalement, elles avaient autant de valeur finalement, et de poids que, supposément, les tablettes sur lesquelles mes bandes dessinées pourraient être publiées. J'ai refusé d'ailleurs, mon éditeur a une assez grosse plateforme de vente de bandes dessinées, j'ai refusé qu'elles y soient parce que je touchais la moitié des sous que ce que je touche quand quelqu'un achète mon livre en librairie. Donc, pour moi, c'était hors de question. Ce n'était pas un modèle qui me convenait. Et donc, pour dire aussi sur juste la notion d'humour et de commentaire et d'interprétation de ce qui s'est passé, parce que évidemment, moi j'ai un peu un rôle facile, d'une certaine façon, parce que je ne m'implique pas, je ne mouille pas trop ma chemise. Je fais des blagues sur les gens. Quand je commence à être fatigué, je fais des blagues sur le physique ou sur les vêtements. Mais bon, j'essaie quand même d'avoir malgré tout une espèce d'analyse d'à propos sur ce qui se dit. Et en fait, cette tradition-là d'humour, elle est vraiment au carrefour de plein de traditions. Évidemment, il y a une influence du nonsense britannique, des Monty Python, des choses comme ça, de l'humour juif américain, des Marx Brothers, de tout ce monde de Hollywood, de la comédie hollywoodienne, évidemment. Mais avant tout, c'est quelque chose d'intensément français aussi, je pense. Ce genre Bon, là, évidemment, on connaît la satire, les journaux satiriques, c'est quelque chose qui est important en France, qui est difficilement exportable. D'ailleurs, l'humour, c'est quelque chose qui est très difficilement exportable. C'est aussi la raison pour laquelle, moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir de support pour que mes dessins en temps réel fassent le tour de la planète 200 fois. Parce que mes blagues, les gens ne les comprendraient pas. L'effet de contexte, en permanence, est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand vous voyez le dessin dans son contexte, quand il passe là, vous rigolez. Mais peut-être 3 heures après, vous avez oublié en fait de quoi ça parlait. Et donc là, ça montre vraiment exactement les limites de cette universalité-là. Bon. Et donc, en quoi c'est français? Je pense que typiquement, c'est l'héritier direct de l'esprit du XVIIIe siècle. L'esprit français de cour, l'esprit français de salon, en fait, où il s'agissait en fait de faire des mots d'esprit, des bourrimés, d'avoir l'esprit le plus aiguisé possible, avec ce côté un peu dérisoire, évidemment, de cet esprit français-là de cour, et en même temps, cette grâce, ce charme-là, d'une certaine façon. C'est assez ancien régime, dans ce sens où, à la fois, il y a une vraie violence sous-jacente, et puis une espèce de douceur, de politesse, au sens ancien, des rapports entre les gens. Donc je pense que ça s'inscrit aussi là-dedans. Ensuite, voilà, j'ai pris un petit beeper, là, je vais essayer de le faire marcher, même si vous savez, en fait, d'ailleurs même scanner, c'est quelque chose qui m'est un petit peu pénible. J'essaie de faxer mes dessins un maximum. Je suis le seul quasiment à devoir obliger les journaux avec lesquels je travaille à conserver un fax pour qu'ils puissent recevoir ce que j'ai, parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler, évidemment. Alors, quelques dessins que j'ai faits au cours, du coup, j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors évidemment, je ne pouvais pas dessiner pendant l'intervention du président, alors je l'ai un peu regretté. Donc je me suis un peu rattrapé avant et après. Donc voilà, évidemment, Nicolas Sarkozy, je peux le dessiner les yeux fermés. Je l'ai fait à peu près 7000 fois, probablement, dans à peu près tous les journaux pour lesquels je travaille. Et c'est un bon personnage. Donc lui, voilà, un de ses grands commentaires, c'était « La culture, c'est du sens ». Bon, ben voilà, hein, le sens, ça dépend dans lequel on le prend. Alors là, c'était la partie justement de poésie qu'on a eue un petit peu. Et c'était bizarre d'ailleurs d'entendre un poème lu, puis ensuite de passer à des choses beaucoup plus terre à terre. Là, d'ailleurs, parmi les commentaires qui m'ont été faits à propos de ce dessin, on me dit « Mais attendez, Snoopy, c'est un copyright super grave, j'espère que vous payez des droits dessus. » Et voilà, bon. Et donc j'ai expliqué que Snoopy était édité par le même éditeur que moi et qu'on avait le même avocat, donc on devrait pouvoir arranger ça à l'amiable. Donc voilà, alors ensuite, les poètes locaux donc, ont été mis à l'honneur. On l'a entendu le soir de l'inauguration, donc voilà, c'était une espèce d'alternative à la poésie indienne contemporaine. Donc il y a eu toute une partie sur Versailles que je trouvais assez rigolo. Moi, c'est ma déformation d'historien, c'est ma formation. Donc voilà, et Christine Albanel, c'est de la même façon, je l'ai beaucoup dessiné. Donc en fait, les personnages que je connaissais, évidemment, ils étaient peut-être un peu plus ressemblants que certains. Je m'excuse, évidemment, pour tous ceux que j'ai dessinés, que j'ai fait de manière hideuse. Rassurez-vous, quand je me dessine moi-même, c'est à peu près pareil. Et surtout les dames, puisque c'est évidemment beaucoup plus difficile de dessiner une dame qu'un homme, sauf évidemment dans certains cas physiques exceptionnels, souvent dans le monde politique français d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça nécessite une grâce que je n'ai pas forcément, et surtout dans un temps un peu record comme c'est le cas là. Donc il y a un côté running gag que j'aime bien en fait. Oui, parce que L'Oréal, c'était pour ceux qui avaient raté les premiers débats, c'était l'investissement de L'Oréal dans la restauration de la Galerie des Glaces, entre autres. Bon, voilà, donc la France éternelle, comme vous voyez. C'était mon tribut à l'Ancien Régime. Et donc, ensuite, il y a eu toute cette partie, en fait, voilà, des problèmes interculturels, notamment la restitution des têtes maoris, et aussi de cette cohabitation de l'art contemporain avec le patrimoine. Donc, il y a le chien de Jeff Koons, que beaucoup d'entre vous connaissent, je présume, qui était un petit peu mon fil rouge pendant tout un moment. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que
je connais bien, en fait, j'ai l'habitude de faire ça. Je sais que quand il y a un running gag dans ce genre de choses, c'est beaucoup plus rigolo. Donc on retrouve, il y a une espèce de complicité. Et donc le chien rose, je l'ai utilisé pendant pas mal de fois. Je pense qu'il va me hanter encore dans mes cauchemars pendant quelques jours. Donc ça va aller pour là. Ça va aller pour là. C'était sur le... Voilà, parce que Christine Alvenel est vraiment marrante à dessiner. Hop. Alors là, c'était justement sur les nouvelles générations. Ça rejoint un petit peu le forum, le lab qui était en train de se faire juste avant notre conversation. Évidemment, il y a une nouvelle génération pour qui, moi je pense, je suis un alien, et pour qui l'ASCO finalement est quelque chose de probablement beaucoup plus lointain que pour nous, en l'espace d'une génération. Et c'est les enfants, donc voilà, méfiez-vous des enfants. Donc là, c'est un peu la même chose, les jeux vidéo. Je sais qu'on était très serré par le temps pendant tout le forum. Donc voilà, c'était un petit peu comme une réalité augmentée. Bon, voilà, interconnexion entre le politique et l'artistique. Il y avait Barbara Hendricks qui voulait répondre comme un homme politique. Donc c'était une des possibilités auxquelles vous avez échappé. Donc le running gag, hein, c'est juste pour le plaisir. Alors, et je m'excuse aussi, mais le problème, c'est à cause de la rapidité des dessins. Il y en a quelques-uns qui étaient traduits, c'est parce qu'on m'avait demandé d'en faire 1 ou 2 par thème à l'avance, que j'avais fait une semaine ou quelques semaines auparavant, qui avaient été traduits en anglais. J'aurais pu vous les faire soit en anglais, soit en français, mais je ne pouvais pas faire les deux en même temps, parce que l'intérêt, c'est d'être le plus réactif possible. Donc malheureusement, pour les anglophones, je ne sais pas si vous avez vu quelques traductions au casque, mais on a été un peu coincés. Mais j'espère que probablement sur les sites et par la suite, vous pourrez avoir des traductions pour ceux qui veulent. J'ai essayé de sélectionner ceux avec le moins de références françaises possible. Bon, j'ai mis un peu de Princesse de Clèves pour le plaisir, mais j'ai essayé quand même d'épurer. Hein. Oui, ça continuait, comme ça. En fait, on peut le faire vraiment à toutes les sauces. Moi, c'est en fait, le problème, c'est plus c'est absurde, plus c'est drôle. Et en fait, plus ça s'éloigne du débat, finalement, plus ça fait une espèce de boucle pour en revenir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec l'affaire DSK, que j'ai dessiné à peu près 800 millions de fois. Et à la fin, c'était un petit peu comme les aventures de Martine. C'était DSK à la plage, DSK au restaurant, DSK et Mickey Mouse. Voilà, ça marchait pour tout. Et Sofitel, évidemment, c'est quelque chose où on rit toujours. Alors, je suis en train de vous montrer un slideshow pour vous expliquer que je déteste les slideshows. En fait, c'est épouvantable. Je trouve que c'est un mode de communication en même temps qui est extrêmement répandu. Beaucoup d'entre vous, dans les domaines, dans les métiers dans lesquels vous évoluez, doivent subir des slideshows. Les slideshows, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de la réflexion. C'est vraiment une espèce de méthode de secte pour influencer les gens de manière émotionnelle et pour laisser de côté la rationalité. Et donc, ce système de décoration des slideshows, et là, pour le coup, j'exprime vraiment ma subjectivité, je trouve ça épouvantable. Donc là, il se trouve que je les commente, c'est un petit peu particulier, mais la plupart du temps, je vous parlerai de complètement autre chose et je vous mettrai des diapos de n'importe lesquelles de mes vacances comme ça, et puis ça n'aurait aucune espèce d'intérêt. Donc voilà, ça fait partie justement, je pense qu'il y a eu les deux choses d'ailleurs pendant ces 2 jours, à la fois du langage de com', de la langue de bois, comme vous en connaissez tous, mais en même temps avec des choses qui affleuraient de temps en temps. Et puis aussi des gens qui disaient vraiment, qui mettaient vraiment en avant des enjeux importants. Et on voyait que ça se heurtait parfois, que ce n'était pas le même genre de type de parole qui était prise pendant les 2 jours. Et d'ailleurs, moi, plus c'est de la langue de bois, finalement, plus c'est rigolo à dessiner, donc je m'en plains pas. Mais c'est sûr que les choses auxquelles vous vous attendez ont peut-être été dites, mais probablement aussi des choses auxquelles vous vous attendiez pas. Et c'est plutôt dans ces interstices-là, moi, que j'ai envie de me mettre. Ouais, c'est mon dernier point de vue sur le slideshow, mais voilà. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Alors oui, voilà, c'est juste parce qu'il y en a 2 sur la Caisse des dépôts, je trouvais ça marrant, parce que au fond, pour un dessinateur, moi si pour un journal, on m'avait dit qu'il faut faire un sujet sur la Caisse des dépôts et consignations, je me serais pendu direct en disant, oh là là, quel sujet infernal. Et en fait, non, regardez, il y a plein de blagues à faire sur la Caisse des dépôts. Ah non, attendez, je me trompe. Tac. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, ceux qui étaient concernés par les dessins en question, en général, ont trouvé une espèce de contrepoint par rapport à la fois et à la déférence induite par le fait que la plupart d'entre vous travaillaient ensemble. Moi, évidemment, il y a eu dans cette assemblée au moins 5 ou 6 personnes pour lesquelles je travaillais, qui étaient mes patrons, aussi bien des gens de télévision que des gens de presse ou de l'édition. Et en même temps, moi, je n'ai pas de pincette particulière à prendre avec quiconque. Le fait de ne pas avoir mis tous les œufs dans le même panier me permet de me fâcher régulièrement avec qui je veux, et c'est plutôt un luxe. Donc là, c'était un côté un peu aperçu européen, parce que c'était des histoires d'art dans la Ruhr, avec les projets artistiques. Donc en fait, j'ai fait des blagues sur les Grecs, je ne vous les ai pas mises aussi, mais bon.
Donc, et ça, alors voilà, sur la Tunisie, ça c'est un sujet qui m'a importé pas mal parce que c'était quelque chose d'assez important. Et donc, au fond, en France, il y a deux garanties absolues de rire dans toutes les assemblées quasiment. C'est quand on fait des dessins un peu graveleux, bon, ça encore c'est très ancien régime évidemment, et puis quand on dessine des burqas. Alors la burqa, c'est un sujet qui fait marrer à tous les coups, et spécialement quand on parle de chorégraphie. Alors, le référencement. Évidemment, c'est un problème. Ceci dit, moi, je n'ai pas eu tellement ce problème dans ma vie, puisque de toute façon, j'ai déjà renoncé à être bien référencé sur Google et sur les autres moteurs, parce que Jules, c'est Jul en suédois, dans les langues scandinaves, ça veut dire Noël. Donc en gros, si vous tapez mon nom sur Google, vous aurez à peu près toutes les boutiques de cadeaux de Oslo et Stockholm. Donc de toute façon, vous irez pas loin. Alors, sur Google, évidemment, c'était toujours rigolo, parce que ça paraît le grand Satan pour beaucoup d'entre vous, ou le grand partenaire peut-être, mais en tout cas, il y a une espèce évidemment de figure tutélaire totémique. Donc c'est toujours rigolo de faire des blagues sur Google. Et sur finalement tous les process de lobbying qu'il peut y avoir en action, même dans ce genre, ou je dirais presque particulièrement dans ce genre de réunion. Et en même temps, tout le monde est absolument conscient des rapports de force. Donc les rapports de force, c'est juste un état de fait. Il faut probablement en tenir compte quand on travaille dans ces domaines. Donc voilà, ça je l'aimais bien celui-là, donc je l'ai mis quand même. Alors, la sérendipité. La sérendipité, alors, pour le coup, c'est ce genre de choses dont j'adore m'emparer. J'ai déjà fait des blagues dessus de façon générale. Pour moi, ça fait partie des concepts de com absolument bidons. C'est une espèce de concept plein d'air. En gros, ça s'appelle le hasard en français. La sérendipité, on est allé chercher un conte sumérien, mésopotamien, je ne me souviens plus, ou iranien, enfin bref, peut-être scythe, pour expliquer avec le sultan de Serendip. Vous connaissez peut-être l'histoire d'ailleurs, d'où vient le mot. Bon, peu importe. À chaque fois d'ailleurs, dans la presse, on nous le remet, on la remet l'histoire. Au fond, oui, c'est juste on cherche et puis on trouve un truc. Bon, ben voilà, c'est le hasard. Donc je pense que se cacher derrière un certain nombre de grands concepts fumeux n'ajoute pas au débat et je ne suis pas sûr que ça produise particulièrement de la valeur financière autre. Continue. Hein. Bon voilà, ça aussi, il y avait une petite princesse de Clèves pour la fin. Donc un dernier Google, puis je crois qu'il y en a peut-être un dernier pour la route. Voilà, ah oui, voilà, c'était la notion de zéro pour boucler avec le début de l'intervention. Il y avait un poème sur le zéro et l'infini. Donc voilà, alors c'est peut-être le dernier dessin que je vous montrerai, mais en gros pour dire aussi qu'il y avait pas mal d'étudiants en fait ici, qui étaient aussi présents dans le forum, d'écoles de commerce françaises, européennes, qui sont des gens qui ont déjà un minimum fait un pas de côté par rapport juste au grand rail des écoles commerciales, puisque déjà ils sont ici, donc il y a une espèce de curiosité sur d'autres choses peut-être que juste l'organigramme des sociétés dans lesquelles ils s'apprêtent à travailler. Et puis donc du coup moi j'ai discuté un peu avec eux, parce que c'était eux qui se couchaient le plus tard à l'Hôtel de l'Europe. Et donc, il y avait un côté, c'est rare qu'on me demande conseils sur les choses à faire dans la vie. Donc, on me disait, alors, Jules, quels seraient vos conseils à donner? Je vais vous les donner. Alors, en fait, j'adore être dans le palais des papes et sermonner une assemblée comme ça. C'est pas tous les jours, j'en profite, j'ai le micro. Bon. Donc, en fait, je voulais juste dire que ce principe de dessin, ce travail que je fais comme dessinateur, je l'ai choisi plutôt qu'un autre, peut-être de travail universitaire qui m'intéressait par ailleurs, ou d'autres types de professions que j'aurais pu faire, parce que, à cause justement de ce que je vous évoquais, de ce goût de l'esprit et finalement de l'échange qu'il peut y avoir, il y a une espèce de capillarité avec les gens. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est quand vous rigolez. Particulièrement, cette espèce de lien, de complicité. Bon, il peut y avoir des petits incidents. Apparemment, les affaires de Bunga Bunga ont été pas forcément appréciées par la totalité de la délégation italienne. C'est déjà du passé. Mais du coup, ce goût-là, ce goût des autres, ce goût de la capillarité, je pense qu'il ne faut pas le perdre justement. Et quand on évoque les grands enjeux technologiques, tous les gros tuyaux, parfois il y a un petit peu une désincarnation. Évidemment, ça représente énormément de KE, et évidemment, ce sont des enjeux technologiques majeurs. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui était d'ailleurs que j'ai entendu encore à la fin de l'atelier qui a précédé cette réunion-ci. Il y a l'humain et finalement juste la vie qui doit quand même prendre, à mon avis, le premier pas, surtout ces gros tuyaux. Moi, je le fais pour finalement vivre plus intensément et ne pas oublier qu'en fait, on a des gens d'âge assez différents dans cette salle.
mais autant que nous sommes, on n'en a plus longtemps à vivre. C'est-à-dire que, en gros, réfléchissez juste au nombre d'années que vous avez passées, au nombre d'années qui vous restent à vivre, qui vous séparent de votre mort. En fait, c'est un petit peu sombre hein, comme final, mais en fait, c'est assez court. Et finalement, est-ce que ces enjeux-là que vous développez, que vous tenez dans vos mains, toute cette énergie que vous mettez à développer vos produits, vos entreprises et même vos œuvres d'art, est-ce que c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que finalement il n'y a pas une forme de dilapidation du temps? Est-ce que cette angoisse finalement de mort n'est pas intrinsèque au fait de créer des choses? Moi en tout cas je sais que je l'ai. Évidemment dans l'humour il y a toujours une espèce de face sombre. Pourquoi est-ce qu'on a envie justement d'avoir un contrepoint dans la réalité? C'est peut-être justement pour qu'elle étincelle, pour qu'elle ait un goût un petit peu plus fort et que finalement ce passage très bref dans lequel on est impliqué, on puisse vraiment juste le savourer complètement. Donc, il y a pour finir, une espèce de... Il y a un proverbe judéo-tunisien que j'aime beaucoup, qui me sert finalement comme un peu ligne directrice de mon travail. C'est « Ethrak mendenia, gbelethrak mennek ». Ça veut dire « ris de la vie avant que la vie ne rie de toi ». Donc, c'est à peu près la chose que je pourrais vous dire. Alors, l'avantage d'être le dernier, c'est qu'il n'y a strictement plus rien à dire. Tout a été dit. Et en plus, comme j'ai coupé la parole à beaucoup de personnes, le comble serait que je me donne du temps. Temps qui, à mon avis, est un sujet absolument fondamental dès qu'on parle de culture. Certains d'entre vous l'ont évoqué rapidement. Et je pense que chacun peut s'offrir du temps. Et le problème d'Internet, c'est que parfois chacun ne s'offre pas le temps du regard, le temps de l'écoute, le temps du toucher, le temps de l'odorat. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Vous avez évoqué, mademoiselle, avez-vous peur des jeunes? Faites-vous à l'idée que celles et ceux qui sont ici, qui sont un peu plus âgés que vous, sont parents, grands-parents, et que je pense qu'ils s'en sortent à peu près. Mais j'ai entendu parler bien avant de conflits de génération. Et moi, je crois que la transmission, qui est l'élément clé de la culture, ce n'est pas une pente, ce n'est pas un plan incliné, c'est un escalier dont les marches n'ont pas la même taille. Et quand vous regardez, M. Darnton nous a parlé admirablement de l'histoire du livre, mais quand vous regardez les grandes évolutions culturelles, vous voyez des paliers. Parfois, d'ailleurs, à un moment donné, il manque une marche, et c'est une descente, et puis ça remonte, et on parle de la Renaissance, et on parle de la nouvelle vague, et c'est toujours quelque chose de nouveau. Et que les technologies, bien évidemment, que les technologies ont un impact sur la façon dont ça se faisait, sur la façon dont ça se fait, pas sur l'imaginaire, pas sur la création. Jules l'a très bien dit. La seule différence, c'est que pour les grottes de Lascaux, il fallait qu'ils aillent chercher les choses dehors et que vous pouvez le faire dans votre chambre où vous voulez. Mais les technologies ne sont qu'un moyen. Ça a été dit et répété. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont appelé un jour ces pays, ceux de la vieille Europe, pensent que les valeurs fondamentales acquises à travers le temps doivent être préservées, quelles que soient les évolutions technologiques, et que nous pensons que la propriété intellectuelle est un acquis. Jules l'a dit, il vit de sa propriété intellectuelle, et fort heureusement, il n'est pas le seul. Alors comment faire en sorte que ces valeurs, ce ne soit pas, on ne va pas adapter les valeurs, c'est comment la technologie rentre dans les valeurs. Bon. Et que, évidemment, que ce qui change tout, c'est que ces éléments clés ne sont plus des éléments nationaux ou régionaux. Ils sont des éléments mondiaux. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, la Corée, montrent des voies, et puis chacun la sienne. Mais chacun la sienne pour aller vers, évidemment, un ensemble commun. Un ensemble américain, un ensemble asiatique, un ensemble européen. L'Europe. L'Europe ne marche qu'avec le moteur franco-allemand.
Eh bien, dans le domaine culturel, le moteur franco-allemand, il n'a pas d'essence. Ou